Et il est heureux que la nature nous abuse de cette manière. C'est cette illusion qui suscite et entretient le mouvement perpétuel de l'industrie du genre humain. C'est elle qui d'abord incita les hommes à cultiver la terre, à construire des maisons, à fonder des villes et des États, à inventer, à améliorer toutes les sciences et tous les arts qui ennoblissent et embellissent la vie humaine. C'est elle qui a changé entièrement la face du monde, qui a transformé les forêts naturelles incultes en plaines fertiles et agréables, fait de l'océan vierge et stérile un nouveau fond de ressources et la grande route de communication entre les différentes nations de la Terre. La Terre fut obligée de redoubler sa fertilité naturelle par ses travaux humains et de nourrir un plus grand nombre d'habitants. C'est indépendamment de toute fin que l'orgueilleux et insensible propriétaire se réjouit de l'étendue de ses champs, et c'est sans la moindre pensée pour les besoins de ses frères qu'il consomme en imagination toute la récolte qui les recouvre. Le proverbe familier et vulgaire selon lequel les yeux sont plus gros que le ventre n'a jamais été mieux vérifié qu'à son propos. Son estomac a une capacité qui n'est en rien à la mesure de l'immensité de ses désirs, et il ne pourra contenir rien de plus que celui du plus humble paysan. Quant au reste, le riche est tenu de le distribuer à ceux qui préparent de la meilleure manière qui soit cette petite part dont il fait lui-même usage, à ceux qui entretiennent le palais dans lequel cette petite part sera consommée, à ceux qui procurent et maintiennent en ordre les bibelots et les babioles qui sont employés dans l'économie de la grandeur. C'est de son luxe et de son caprice que tous obtiennent leur part des nécessités de la vie, qu'ils auraient en vain attendu de son humanité ou de sa justice. Le produit du sol fait vivre presque tous les hommes qu'il est susceptible de faire vivre. Les riches choisissent seulement dans cette quantité produite ce qui est le plus précieux et le plus agréable. Ils ne consomment guère plus que les pauvres et en dépit de leur égoïsme et de leur rapacité naturelle, quoiqu'ils n'aspirent qu'à leur propre commodité, quoique l'unique fin qu'ils se proposent d'obtenir du labeur des milliers de bras qu'ils emploient soit la seule satisfaction de leur vain et insatiable désir, ils partagent tout de même avec les pauvres les produits des améliorations qu'ils réalisent. Ils sont conduits par une main invisible à accomplir presque la même distribution des nécessités de la vie que celle qui aurait eu lieu si la terre avait été divisée en portions égales entre tous les habitants, entre ses habitants. Et ainsi, sans le vouloir, sans le savoir, ils servent les intérêts de la société et donnent des moyens à la multiplication de l'espèce. Quand la Providence partagea la terre entre un petit nombre de grands seigneurs, elle n'oublia ni n'abandonna ceux qui semblaient avoir été négligés dans la répartition. Eux aussi jouissent de leur part de tout ce que la terre produit. Et pour ce qui fait le réel bonheur de la vie humaine, ils ne sont en rien inférieurs à ceux qui pourraient sembler leur être si supérieurs. Quant au bien-être du corps et à la paix de l'esprit, tous les rangs différents de la société sont presque au même niveau, et le mendiant qui se chauffe au soleil sur le bord de la route possède la sécurité pour laquelle les rois se battent. Le même principe, le même amour du système, la même attention à la beauté de l'ordre, de l'art et de l'arrangement sert souvent à recommander les institutions qui tendent à promouvoir le bien public. Quand un patriote s'emploie à améliorer une partie de la police publique, sa conduite ne naît pas toujours d'une pure sympathie avec le bonheur de ceux qui doivent en récolter le bénéfice. Ce n'est pas le plus communément une affinité avec les charretiers ou les voituriers qui pousse un homme animé d'esprit public à encourager la réparation des routes. Quand le législateur établit des primes et d'autres encouragements afin de développer les manufactures de toile ou de laine, sa conduite procède rarement d'une pure sympathie avec celui qui portera des vêtements de bonne qualité ou bon marché, et encore moins avec le manufacturier ou le marchand. La perfection de la police, le développement du commerce et des manufactures sont de nobles et magnifiques objets. Les contempler nous plaît, et tout ce qui peut les favoriser nous intéresse. Ils font partie du grand système de gouvernement, et les rouages de la machine politique semblent se mouvoir avec plus d'harmonie et d'aisance par leurs moyens. Nous prenons du plaisir à observer la perfection d'un système si beau et si grand, et nous sommes gênés tant que nous n'avons pas ôté le moindre obstacle qui pourrait perturber ou encombrer, tant soit peu, la régularité de ces mouvements. Les différents régimes de gouvernement ne sont toutefois estimés qu'en proportion du bonheur qu'ils tendent à procurer à ceux qui vivent sous leur autorité. C'est là leur seul usage et leur seule fin. Et par un certain esprit de système, par un certain amour de l'art et de l'arrangement, nous semblons attribuer parfois plus de valeur aux moyens qu'à la fin. Nous paraissons être plus empressés de servir le bonheur de nos semblables
dans l'intention de parfaire et d'améliorer un système beau et ordonné, que par un sens ou un sentiment immédiat de ce qui les réjouit, les afflige. Il y a eu des hommes doués du grand esprit public qui se sont montrés sous d'autres aspects bien peu sensibles au sentiment d'humanité. Et au contraire, il y a eu des hommes doués de la plus grande humanité qui semblent avoir été entièrement dépourvus d'esprit public. Chacun peut trouver dans le cercle de ses relations des exemples de l'un ou l'autre de ces deux caractères. Qui eut jamais moins d'humanité ou plus d'esprit public que le législateur célébré de la Moscovie? Jacques Ier de Grande-Bretagne, de naturel bon et sociable, semble au contraire n'avoir presque jamais eu la moindre passion pour la gloire ou l'intérêt de son pays. Le législateur de Moscovie est Pierre Ier, dit Pierre le Grand. Chercheriez-vous à éveiller l'industrie d'un homme qui semble presque insensible à l'ambition qui ne servirait le plus souvent à rien de lui décrire le bonheur des riches et des grands, de lui dire qu'ils sont généralement à l'abri du soleil et de la pluie, qu'ils ont rarement faim ou froid, et qu'ils sont rarement exposés à la fatigue ou au besoin. L'exhortation la plus éloquente n'aura sur lui que peu d'effet. Si vous voulez réussir, vous devez lui décrire la commodité et la disposition des différents appartements dans leur palais, lui expliquer la convenance de leurs équipages, attirer son attention sur le nombre, l'ordre et les différents offices de tous leurs serviteurs. Si quelque chose est capable de faire impression sur lui, ce sera cela. Et pourtant, toutes ces choses ne sont destinées qu'à les protéger du soleil et de la pluie, à les prémunir contre la faim et le froid, le besoin et la fatigue. De la même manière, si vous souhaitez implanter la vertu publique dans le cœur de celui qui paraît peu soucieux de l'intérêt de son pays, il serait le plus souvent sans effet de lui dire de quel avantage supérieur jouissent les sujets d'un État bien gouverné, qu'ils sont mieux logés, mieux vêtus et mieux nourris. Ces considérations ne font communément guère impression sur lui. Vous serez plus à même de le persuader si vous décrivez le grand système de la police publique qui procure ces avantages, si vous expliquez les rapports et la dépendance de ces différentes parties, leur mutuelle subordination et leur commune soumission au bonheur de la société. Si vous lui montrez comment ce système peut être introduit dans son propre pays, ce qui l'empêche d'y prendre place à présent, comment ces obstacles peuvent être levés et comment les différents rouages de la machine du gouvernement peuvent être mus avec plus d'harmonie et de douceur sans qu'ils grincent les uns contre les autres ou retardent leurs mouvements respectifs. Il n'est guère possible qu'un homme entende un tel discours sans se sentir animé de quelque degré d'esprit public. Il éprouvera au moins sur le moment quelque désir d'écarter ces obstacles et de mettre en mouvement une machine si belle et si ordonnée. Rien ne favorise tant l'esprit public que l'étude de la politique, des différents systèmes du gouvernement civil, de leurs avantages et désavantages, de la constitution de notre propre pays, de sa situation, de son intérêt en regard des nations étrangères, de son commerce, de sa défense, des désavantages qu'il doit affronter, des dangers auxquels il peut être exposé, de la manière dont on peut écarter les premiers et se protéger des seconds. Ainsi, considérer les traités politiques lorsqu'ils sont justes, raisonnables et réalisables en pratique sont les plus utiles des ouvrages spéculatifs. Les plus faibles et les pires d'entre eux ont encore leur utilité. Ils servent au moins à animer les passions publiques des hommes et les incitent à rechercher les moyens de promouvoir le bonheur de la société. Deuxième chapitre, de la beauté que l'apparence de l'utilité confère au caractère et aux actions des hommes, et jusqu'à quel point la perception de cette beauté peut être considérée comme l'un des principes originels de l'approbation. Les caractères des hommes, comme les arrangements de l'art ou les institutions du gouvernement civil, peuvent être propres à promouvoir ou à contrarier aussi bien le bonheur de l'individu que celui de la société. Le caractère prudent, équitable, actif, résolu et sobre promet la prospérité et la satisfaction aussi bien à la personne elle-même qu'à tous ceux qui sont en relation avec elle. Au contraire, le caractère imprudent, insolent, paresseux, efféminé et voluptueux annonce la ruine de l'individu et l'infortune de tous ceux qui ont avec lui le moindre rapport. La première disposition d'esprit possède au moins toute la beauté dont est susceptible la plus parfaite machine jamais inventée, afin de promouvoir la fin la plus agréable, et la seconde toute la difformité de l'arrangement le plus disgracieux et le plus grossier qui soit. Quelle institution de gouvernement pourrait tendre autant à promouvoir le bonheur du genre humain que la prédominance générale de la sagesse et de la vertu? Tout gouvernement n'est rien qu'un remède imparfait à leur absence, de sorte que, quelle que soit la beauté attachée au gouvernement civil du fait de son utilité,
Cette beauté doit à un degré bien supérieur appartenir à la sagesse et à la vertu. Au contraire, quelle politique civile peut être aussi ruineuse et aussi destructrice que les vices des hommes? Les effets fatals d'un mauvais gouvernement n'ont d'autres origines que son incapacité à prévenir suffisamment les malfaisances qu'occasionne la méchanceté humaine. Cette beauté, cette difformité que les caractères semblent tirer de leur utilité ou de leur incommodité sont capables de frapper d'une manière particulière ceux qui considèrent sous un jour abstrait et philosophique les actions et la conduite du genre humain. Quand un philosophe entreprend d'expliquer pourquoi l'humanité est approuvée ou la cruauté condamnée, il ne forme pas toujours pour lui-même, de manière claire et distincte, la conception d'une action particulière de cruauté ou d'humanité, mais il se contente communément de l'idée vague et indéterminée que les dénominations générales de ces qualités lui suggèrent, mais ce n'est que dans des cas particuliers que la convenance ou l'inconvenance, le mérite ou le démérite des actions apparaissent très évidents et discernables. C'est seulement lorsque des exemples particuliers sont donnés que nous percevons distinctement l'accord ou le désaccord entre nos propres affections et celles de l'agent, ou que nous sentons naître à son égard une gratitude sociale dans le premier cas, un ressentiment sympathique dans le second. Quand nous considérons la vertu et le vice de manière abstraite et générale, les qualités par lesquelles ils excitent ces différents sentiments semblent disparaître en grande partie. Et les sentiments eux-mêmes semblent moins évidents et moins discernables. Au contraire, les effets heureux de la vertu et les conséquences fatales du vice semblent s'imposer au regard et en quelque sorte saillir et se distinguer parmi toutes les autres qualités. Le même auteur ingénieux et agréable qui expliqua en premier pourquoi l'utilité plaît a été tellement frappé par cette considération qu'il a rapporté toute notre approbation de la vertu à une perception de cette espèce de beauté qui résulte de l'apparence de l'utilité. Aucune qualité de l'esprit, observe-t-il, n'est approuvée comme vertueuse, qui ne soit utile ou agréable à la personne elle-même ou à l'autrui, et nulle qualité n'est désapprouvée comme vicieuse, qui ne montre la tendance opposée. Et la nature, en effet, semble avoir si heureusement ajusté nos sentiments d'approbation et de désapprobation à la commodité de l'individu comme de la société, que l'examen le plus strict montrera, je crois, que c'est universellement le cas. Mais j'affirme toutefois que ce n'est pas le souci de cette utilité ou de cette nuisance qui est la première ou la principale source de notre approbation et de notre désapprobation. Ces sentiments sont sans aucun doute rehaussés et ravivés par la perception de la beauté ou de la difformité qui résulte de cette utilité ou de cette nuisance. Mais je persiste encore à soutenir qu'ils sont originellement et essentiellement distincts de cette perception. En premier lieu, il semble impossible que l'approbation de la vertu puisse être un sentiment du même genre que celui par lequel nous approuvons un bâtiment commode et bien conçu, ou que nous n'ayons d'autre raison de louer un homme que celle qui nous conduit à faire l'éloge d'une commode. En second lieu, on trouvera après examen que l'utilité d'une quelconque disposition de l'esprit est rarement le premier fondement de notre approbation, et que le sentiment de l'approbation inclut toujours un sens de la convenance, bien distinct de la perception de l'utilité. On peut l'observer pour toutes les qualités approuvées comme vertueuses, à la fois celles qui, selon ce système, sont originellement appréciées comme utiles à nous-mêmes et celles qui sont estimées par leur utilité à autrui. Les qualités qui nous sont le plus utiles sont avant tout la supériorité de raison et de compréhension qui nous rend capables de discerner les conséquences éloignées de toutes nos actions et de prévoir l'avantage ou le détriment qui est susceptible d'en résulter. Ensuite, la maîtrise de soi qui nous rend capables de nous abstenir d'un plaisir présent ou d'endurer une douleur présente pour gagner un plaisir plus grand ou éviter une plus grande douleur à venir. Dans l'union de ces deux qualités consiste la vertu de prudence, celle qui de toutes les vertus est la plus utile à l'individu. Concernant la première de ces qualités, il a été remarqué plus haut que la supériorité de raison et de compréhension est originellement approuvée comme juste, droite et exacte, et non pas seulement comme utile et avantageuse. C'est dans les sciences les plus abstruses, particulièrement dans les parties les plus élevées des mathématiques, qu'on fait montre des usages les plus grands et les plus admirés de la raison humaine. Mais l'utilité de ces sciences, que ce soit pour l'individu ou pour le public, n'est pas si évidente, et l'approuver exige une discussion qui n'est pas toujours très facilement compréhensible.
Ce n'était donc pas leur utilité qui les recommanda d'abord à l'admiration publique. On n'insistait guère sur cette qualité avant qu'il fût devenu nécessaire de répondre aux reproches de ceux qui, n'ayant eux-mêmes aucun goût pour de si sublimes découvertes, tentèrent de les déprécier en les faisant passer pour inutiles. De la même manière, la maîtrise de soi par laquelle nous restreignons nos appétits présents de façon à les satisfaire plus complètement à une autre occasion est approuvée autant sous l'aspect de la convenance que sous l'aspect de l'utilité. Quand nous agissons de la sorte, les sentiments qui influencent notre conduite semblent coïncider exactement avec ceux du spectateur. Le spectateur ne sent pas les sollicitations de nos appétits présents. Pour lui, le plaisir que nous éprouverons dans une semaine ou dans un an est tout aussi intéressant que celui que nous éprouvons à l'instant. Lorsque nous sacrifions le futur au présent, notre conduite lui apparaît absurde et extravagante au plus haut degré, et il ne peut entrer dans les principes qui l'influencent. Au contraire, quand nous nous abstenons d'un plaisir présent pour garantir un plus grand plaisir, un plaisir plus grand à venir, quand nous agissons comme si l'objet éloigné nous intéressait autant que celui qui presse maintenant nos sens, puisque nos affections correspondent exactement aux siennes, il ne peut manquer d'approuver notre comportement. Et comme il sait par expérience combien peu sont capables de cette maîtrise de soi, notre conduite lui inspire un degré considérable d'étonnement et d'admiration. De là naît cette éminente estime que tous les hommes portent naturellement à la ferme persévérance dans la pratique de la frugalité, de l'industrie et de l'application, quoique cette persévérance n'ait d'autre fin que l'acquisition de la fortune. La fermeté résolue de la personne qui agit ainsi et qui, de façon à obtenir un avantage important, quoique éloigné, ne renonce pas seulement à tous les plaisirs présents, mais endure de surcroît le plus grand labeur du corps comme de l'esprit, exige nécessairement notre approbation. Cette manière de considérer son intérêt et son bonheur, qui semble régler sa conduite, correspond exactement à l'idée que nous en formons naturellement. C'est là la plus parfaite correspondance entre ses sentiments et les nôtres, et en même temps, de par notre expérience de la faiblesse commune de la nature humaine. C'est une correspondance à laquelle nous ne pouvions raisonnablement pas nous attendre. Nous n'approuvons donc pas seulement sa conduite, mais nous l'admirons dans une certaine mesure et l'estimons digne d'un considérable degré d'applaudissement. C'est la conscience de cette approbation et de cette estime méritée qui est seule capable de soutenir l'agent d'une telle conduite. Le plaisir que nous devrons éprouver dans 10 ans nous intéresse si peu en comparaison de celui que nous pouvons jouir aujourd'hui. La passion que le premier excite est naturellement si faible comparée à la violente émotion que le second est susceptible d'occasionner, que le premier ne pourrait jamais contrebalancer le second s'il n'était soutenu par le sens de la convenance, par la conscience que nous avons mérité l'estime et l'approbation de tous en agissant avec maîtrise de soi et que nous sommes devenus l'objet convenable de leur mépris et de leur dérision en agissant de façon contraire. L'humanité, la justice, la générosité et l'esprit public sont les qualités les plus utiles à autrui. L'occasion nous a déjà été donnée d'expliquer en quoi consiste la convenance de l'humanité et de la justice, en montrant combien notre estime et notre approbation pour ces qualités dépendent de l'accord entre les affections de l'agent et celles des spectateurs. La convenance de la générosité et de l'esprit public est fondée sur le même principe que celle de la justice. La générosité est différente de l'humanité. Ces deux qualités qui semblent si proches à première vue n'appartiennent pas toujours à la même personne. L'humanité est la vertu de la femme, la générosité celle de l'homme. Le beau sexe, qui montre communément plus de tendresse que le nôtre, a rarement autant de générosité. Que les femmes font rarement des donations considérables est attesté par le droit civil. L'humanité ne consiste qu'en cette exquise affinité que le spectateur éprouve pour les sentiments des personnes principalement concernées et qui fait que leur souffrance lui donne du chagrin, le font s'indigner des préjudices dont elles sont les victimes et se réjouir de leur bonne fortune. Les actions les plus humaines n'exigent aucune abnégation, aucune maîtrise de soi, aucun usage remarquable du sens de la convenance. Elles consistent seulement à agir comme cette exquise affinité nous pousse d'elle-même à le faire. Mais il en va autrement de la générosité. Nous ne sommes jamais généreux que lorsque nous préférons une autre personne à nous-mêmes et que nous sacrifions un grand et important intérêt à l'intérêt égal d'un ami ou d'un supérieur. L'homme qui renonce à ses prétentions à une charge qui était le plus grand objet de son ambition, parce qu'il imagine que les services d'un autre lui donnent plus de titres à l'obtenir, l'homme qui risque sa vie pour défendre celle d'un ami qu'il juge de plus grande importance, aucun d'eux n'agit par humanité, mais parce qu'il sent de façon plus exquise ce qui concerne cette autre personne.
que ce qui lui concerne lui-même. Ils considèrent tous deux ces intérêts opposés, non pas du point de vue d'où ils leur apparaissent naturellement, mais du point de vue d'où ils apparaissent aux autres. Pour tout témoin, le succès ou la conservation de l'autre personne peuvent à juste titre être plus intéressants que les leurs, mais pas pour eux-mêmes. Ainsi, quand ils sacrifient leur intérêt à celui de cette autre personne et s'accordent au sentiment du spectateur, et par un effort de magnanimité, ils agissent dans la perspective qu'ils sentent devoir être naturellement celle d'un tiers. Le soldat qui donne sa vie pour sauver celle de son officier ne serait peut-être que peu affecté par la mort de cet officier si elle se produisait sans la moindre faute de sa part, et un tout petit incident dont il pourrait par ailleurs souffrir l'affligerait sans doute bien plus vivement. Mais quand il s'efforce d'agir de manière à mériter d'être applaudi et à faire que le spectateur impartial puisse entrer dans les principes de sa conduite, il sent que pour tous, sinon pour lui, sa propre vie est une broutille par rapport à celle de son officier, et que lorsqu'il sacrifie la première à la seconde, il agit de manière entièrement convenable et agréable à ce que peut naturellement attendre tout témoin impartial. Il en va de même avec les plus grandes manifestations d'esprit public. Quand un jeune officier met sa vie en péril afin d'annexer au domaine de son souverain une insignifiante province, ce n'est pas parce que l'acquisition de ce nouveau territoire lui est un objet plus désirable que la conservation de sa propre vie. Pour lui, sa propre vie a infiniment plus de valeur que la conquête de tout un royaume pour l'État qu'il sert. Mais quand il compare ces deux objets entre eux, il ne les considère pas du point de vue d'où ils lui apparaissent naturellement, mais de celui d'où ils apparaissent à la nation pour laquelle il combat. Pour ceux qui composent cette nation, la victoire est de la plus grande importance, alors que la vie d'une personne privée n'en a presque aucune. Quand il se met dans leur situation, il sent immédiatement qu'il ne sera jamais trop prodigue de son sang en le versant. Si, en le versant, il peut servir une fin si estimable. C'est dans le fait de contrarier ainsi par un sens du devoir et de la convenance, la plus forte de toutes les tendances naturelles, que consiste l'héroïsme de sa conduite. Il existe beaucoup d'honnêtes Anglais qui, en tant que personnes privées, seraient plus sérieusement perturbés par la perte d'une Guinée que par la perte nationale de Minorque, et qui pourtant, s'il avait été en leur pouvoir de défendre cette forteresse, auraient sacrifié leur propre vie, un millier de fois plutôt que de la voir par leur faute tomber aux mains de l'ennemi. Quand le premier Brutus condamna à la peine capitale ses propres fils, parce qu'ils avaient conspiré contre la liberté naissante de Rome, il sacrifia ce qui lui serait apparu s'il n'avait consulté que son propre cœur, la plus forte à la plus faible des affections. Brutus aurait naturellement dû sentir bien davantage de douleur pour la mort de ses fils que pour ceux dont Rome avait eu à souffrir, si ce grand exemple n'avait été donné. Cependant, il ne les considéra pas avec les yeux d'un père, mais avec ceux d'un citoyen romain. Il entra si entièrement dans les sentiments de ce dernier personnage qu'il ne prêta aucune attention aux liens qui les unissaient à eux. Et pour un citoyen romain, même les fils de Brutus étaient méprisables, mis dans la balance avec le plus infime des intérêts de Rome. Dans ces cas, comme dans tous les autres cas semblables, notre admiration n'est pas tant fondée sur l'utilité que sur le caractère inattendu, et donc grand, noble et élevé de la convenance de telles actions. L'utilité, quand on l'aperçoit, confère indubitablement une nouvelle beauté à ces actions, et à ce titre, elle les recommande encore davantage à notre approbation. Mais cette beauté est surtout perçue par des hommes de réflexion et de spéculation, et n'est d'aucune façon la qualité qui recommande en premier lieu de telles actions au sentiment naturel de la plus grande partie du genre humain.